dominante, même s'ils en venaient. L'appel des 60, ben, c'est 60 prolétaires qui disent « c'est très bien tout ce que vous faites et tout ce que vous dites, mais nous, on aimerait bien le dire nous-mêmes. Et on aimerait bien que ce soit certains d'entre nous qui nous représentent. » D'ailleurs, le premier parti, il met de gauche en France au sens de parti, ce qui n'est pas un parti socialiste, il ne s'appelle pas parti socialiste, il s'appelle Parti ouvrier. Le premier maire de gauche en France, c'est un élu du Parti ouvrier à Lille, hein, en 1885. Hein, de la gauche au sens on entend ce terme lié au mouvement social et au mouvement ouvrier. Et donc, ces 60, ils représentaient le peuple des fabriques, le peuple des ateliers, qui n'était pas minoritaire, mais qui était construit en minorité politique. Je parle à votre place. Je sais, voilà. Et donc, à un moment, ils ont dit, on va créer des partis ouvriers. Hein, si vous voulez être dans le parti ouvrier tout en n'étant pas ouvrier, il n'y a pas de problème, mais nous, voilà, et on veut qu'il y ait des... Bon. Et s'auto-représenter, un peu une phrase d'aujourd'hui, nous sommes les meilleurs experts de nos propres vies. Hein, donc il y a une phrase, y compris née de 68 aussi. Bon. Et le deuxième exemple, c'est évidemment la lutte des femmes, qui a été évidemment profondément accélérée par 68. Les femmes, c'est évidemment pas une minorité. Hein. Bon, mais les femmes ont été et sont toujours construites en minorité politique. Donc dans la représentation, dans l'expression, regardez, y compris dans la révolution culturelle provoquée par MeToo sur la question de la domination masculine. Bon, c'est une bataille. Hein. Et donc, comment ça s'est passé pour ma génération? Ça s'est passé à un moment, les femmes, elles disent bon, c'est bien, on va se réunir entre femmes. Parce que on en a ras-le-bol que vous nous coupiez la parole, que vous la monopolisiez, et puis on a des choses à se dire entre nous, pour se mobiliser, pour conquérir nos droits, et transgresser, hein, et faire des revendications qui aillent contre des lois injustes, pour transformer, je pense évidemment à l'avortement. Et donc, cet exemple illustre ça aussi. Je pourrais prendre un troisième exemple, et qui est une longue durée dans nos débats d'aujourd'hui en France, qui est les peuples que nous avons colonisés. Ils ont été construits en minorité, y compris en minorité, n'ayant pas la citoyenneté, n'ayant pas les mêmes droits. Et ils se sont retournés à juste titre contre nous, au nom de nos valeurs d'égalité, que nous proclamions mais que nous ne respections pas. Et c'est évidemment une longue traîne, y compris dans notre propre peuple, par rapport à des jeunes qui par rapport à leur origine, à leur couleur de peau, sont victimes du contrôle faciès, se sentent profondément français, mais vivent un quotidien où on leur dit « tu ne l'es pas tout à fait ». Il faudrait presque que tu te blanchisses, tu t'assimiles, c'est-à-dire que tu oublies tes particularités pour être français. Et du coup, ça crée, y compris avec des conflits, évidemment, l'idée qu'ils se rassemblent entre eux, qu'ils se défendent entre eux. Alors, je pourrais multiplier ces exemples pour dire bien sûr que tout ça peut s'accompagner d'excès, peut s'accompagner de sectarisme, peut s'accompagner de virulence, évidemment. Mais cette phrase sur les minorités, elle veut dire que c'est là que ça s'invente. Au-delà de ces excès, c'est là qu'on met à l'agenda des questions nouvelles. Que ceux qui sont installés et qui se sentent bien et n'ont pas de problème, eh ben, ne posent pas. Et là, on vient poser des questions nouvelles. On vient nous mettre sous les yeux des questions nouvelles. Et donc, une démocratie vivante, c'est celle qui est capable d'entendre ça, de discuter avec ça, d'échanger avec ça et de ne pas considérer un peu que comme la dialectique du paria et du parvenu, il y a ceux qui sont dedans, inside, bon, le parvenu, et puis les autres, tout ça, c'est des parias. Ceux qui viennent dire je suis pas au banquet tout à fait, il me manque un bout, j'ai pas tout à fait mes droits, ben, ceux-là, on les relègue et on les met de côté. Et tous les combats de l'émancipation ont fonctionné comme ça. Prenez mai 68, il y a eu plein d'histoires lourdes aussi sur la jeunesse. Hein, rappelez-vous, sur les relations entre des gens qui n'ont pas qui ont une grande différence d'âge. Le suicide de Gabrielle Russier, hein, qui était enseignante. Je me souviens un jour un jeune s'était suicidé parce qu'à l'usine, il était venu en cheveux longs. Hein, et il avait été objet de brimade. Et je me souviens qu'il y avait eu une affiche qui avait été faite avec une photo de Albert Einstein. Lui aussi avait les cheveux longs. Hein.
Bon, c'est-à-dire que, voilà, c'est des choses dans le quotidien hein, qui ont fait levier de notre diversité, comment on s'habille, comment on est, etc. Pour moi, il y a ça aussi, cette dialectique entre majorité et minorité. Hein. Et c'est pas un hasard si dans le discours conservateur, fait aujourd'hui par un pouvoir qui se prétendait novateur il y a un an, pendant le chamboule-tout électoral et qui est très ancien régime, pour moi, tout de suite, c'est les minorités agissantes. Ce discours est revenu. Un discours, on entendait Raymond Marcellin. Hein. Ouais, c'est vrai que... Mais ouais, donc le livre, justement, montre bien aussi ces actes de domination rapprochés. C'est comme ça qu'elle appelle ça Michel Zaccarini-Fournel, donc une historienne qui a beaucoup écrit sur 68. Et donc, ouais, on voit cette domination rapprochée, surtout subie par les jeunes, mais aussi par les femmes, et puis aussi les employés et ouvriers dans les usines. J'aurais pas de questions encore à vous poser, mais on va laisser parler la salle, qui a sûrement plein de choses à dire sur donc, ces expériences de 68, et aussi si vous avez des idées, comment s'inspirer de 68 pour changer le monde aujourd'hui, n'hésitez pas. Je vais d'abord... Ah oui, donc la parole à d'autres amis journalistes, et aussi à René. René qui a... ouais, voilà, qui a écrit dans le livre, et donc il va nous raconter son expérience. Bonsoir, bonjour, oui, on est la famille. Perdre notion du temps, on vit dans une grotte. Allégorie de la caverne. Donc, nous sommes ici à Perpignan, on parle de 68, qui est, semble-t-il, le couvercle d'une cocotte minute qui explose dans une satiété qu'on cuisait à l'étouffer. Mais c'est un mouvement qui a eu lieu dans le monde entier, pas qu'en France, même si nous avons été d'une élégance rare à ce moment-là. Et faut-il à nouveau 68, pas qu'en France? Je pense à un pays qui est à côté de nous, on est à Perpignan, dans une Espagne qui semble avoir un couvercle très serré, si on s'en tient à son traitement d'une minorité. Alors vous me répondrez sur le sujet, les Catalans, qui veulent devenir indépendants et dont on fait des exilés pour des anciens ministres de la Généralitat et des prisonniers, alors politiques ou pas, à mon avis oui, mais vous me répondrez. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que cette situation, et l'Espagne aurait-elle besoin pas d'un mai 68 parce qu'elle n'a pas fait, vu qu'elle l'a déjà fait en 36. Vous avez 5 minutes. René. Ah. Oui, nous passons du coq à l'âne. On revient à Perpignan en 68, donc j'avais 20 ans. En mai 68, j'étais en première année de sciences éco. Et il y a quelques années, j'ai écrit pour mes proches, pour mes enfants, mon vécu. Et lorsque j'ai vu sur le site Mediapart un appel à témoignage, j'ai envoyé ce papier qui n'a aucune prétention à Mediapart, et j'ai eu le plaisir et l'honneur de voir qu'il était retenu, quelque peu ajusté par les techniciens. Et ils ont choisi comme titre « Une expérience démocratique troublante ». C'est le titre donc, les techniciens de l'atelier du parti pris ont donné à mon petit témoignage. Alors, le témoignage est le suivant. En mai 68, après les événements, il y a eu des élections dans les universités. En première année de sciences éco, moi je n'avais aucune responsabilité, à part que j'étais membre de la Corpo. Et j'ai vu apparaître un grand nombre de mouvements de confiscation, pour reprendre le terme d'Elie Plenel, ou de manipulation ou de récupération, par une sorte de réflexe d'autodéfense avec un ami qui s'appelle Marc, on va rester anonyme si vous voulez. Nous avons spontanément créé un groupe qu'on a appelé les Indépendants. Ça n'avait rien à voir avec le journal local. Et donc ces indépendants ont écumé tous les amphithéâtres de toutes les universités de Perpignan, en lettres, en sciences éco, en sciences, etc., avec un programme électoral exclusif qui était la paillardise étudiante.
Voilà, donc on était bien dans l'axe de mai 68, et donc les votes ont eu lieu, et nous avons eu un score, comme dans une république bananière, je ne me souviens pas exactement, enfin c'est de l'ordre de 80% de vote en notre faveur de toutes les universités. Enfin, quand j'ai eu l'université en 68, l'université Perpignan venait de naître à peine. On était centre universitaire attaché à Montpellier. Et donc, dans ce contexte, il faut bien sûr se remettre dans cette ambiance. Nous avons été les deux leaders, Marc et René, convoqués à la mairie. Nous nous sommes retrouvés en tête-à-tête avec le maire de l'époque, PA, et il nous a proposé, il nous a demandé en disant, voilà, si vous faites marcher les étudiants derrière nous, ben, je vous propose de l'argent et la réforme du service militaire. Et vous vous rappelez qu'il y avait le service militaire à cette époque. Nous n'avons pas répondu, nous avons traversé la place de la Loge, nous sommes allés à notre siège social qui était le Café de la Bourse, et nous avons immédiatement autodissu notre petit mouvement. Voilà, et voilà donc mon expérience démocratique troublante, mais j'ai oublié le plus important, c'est que lorsque nous allions dans les amphis haranguer nos camarades étudiants pour les faire voter pour ou contre la grève, mettons pour la grève, après une bonne harangue, ils votaient pour, nous ne sortions pas de l'amphi, on continuait à discuter avec eux, à les manipuler, entre guillemets, et un quart d'heure après, ils votaient le contraire de ce qu'ils avaient voté un quart d'heure avant. C'est là le cœur de mon témoignage. Une unité de lieu, unité de temps, c'était absolument du théâtre, et ça m'a beaucoup troublé. Donc les deux aspects, la démocratie troublante et le politique qui récupère, ça m'a conduit à ne plus jamais avoir d'action dans ces milieux-là, et avec une grosse prudence, une grosse circonspection à l'égard à la fois des politiques et de la démocratie. J'ai passé toute ma carrière dans des assemblées générales de coopératives et je sais ce que c'est que la démocratie en direct. C'est un peu piège à colle, la démocratie. Quelqu'un d'autre? Bonjour M. Plenel, bonjour M. Dames. Bon, là, j'écoute la démocratie. Bon, moi, en 68, j'avais 11 ans et demi. Bon, mais quand on parle de démocratie, M. Plenel, je vois que M. Macron a été élu avec un quart. Et on ne parle, je ne vais pas me faire un débat, on ne parle pas des personnes qui n'ont pas voté. Il y a des personnes que je trouve que les médias, depuis quelque temps, on ne donne pas la parole. Quand vous allez à Radio France-Roussillon, essayer de débattre avec les politiques, à une époque on pouvait débattre, pas avec agressivité. Je veux dire, moi je suis né à Perpignan, mais je vois de plus en plus, on ne donne pas la parole. Et certains journalistes détournent certaines phrases. Maintenant, vous me parlez de démocratie, M. Plenel, j'ai connu devant la façon de parler. Je suis né en 58, voilà. Je ne peux pas parler de 68, mais je peux parler quand même des élections. On a élu avec certains présidents, avec le quart du quart. Et souvent, l'Assemblée nationale, que ce soit de la gauche ou de la droite, était représentée avec 15-20%. Depuis 68 jusqu'à maintenant, on élu l'Assemblée nationale avec une minorité. Mais le truc qui est grave là, c'est depuis M. Macron, qu'il apparaît que jamais il a été élu. Mais quand on est élu, moi je n'ai pas voté, je suis sincère avec vous, je fais partie des 20 millions à peu près. Donc voilà, c'est un dégoût total de la gauche ou de la droite et de certaines choses. Moi, ce que j'aimerais vous entendre, M. Plenel, dire qui c'est qui dirige. Parce que là, en ce moment, je vous répète, on n'a pas droit à la parole. Je ne vais pas débattre sur certaines choses, certaines... Moi, je n'ai pas cette cohérence, je suis né ici, je respecte la République, je l'ai toujours respectée. Voilà, moi, je n'ai pas connu 68. Mais ce que j'aurais aimé, quand on parle de M. Macron, comment on peut élire... Je comprends que c'est la démocratie, je suis d'accord, hein, mais on ne tient pas compte des 20 millions qui n'ont pas voté. C'est la question que je me pose. Après, je ne parle pas des politiques. Merci. Dans ce que vous avez dit, il y a plusieurs choses qui me paraissent absentes.
ce qui va précéder 68, c'est la chape de plomb qu'avait mise en place la Ve République. Une chape de plomb qui était en même temps, parce qu'il faut savoir comment la Ve République est née, par quand même un coup d'État militaire sur l'affaire d'Algérie. Et il y a eu 4 ans de guerre avant, sous la 4e République, oui, et 4 ans de guerre après sous De Gaulle, avant d'arriver à une paix qu'on connaît. Mais cette chape de plomb, quand la paix est arrivée en Algérie, j'ai eu l'impression, moi, que la France faisait ouf. La France de métropole faisait ouf. Elle avait l'impression qu'elle allait pouvoir, non pas respirer, mais souffler. Vous avez parlé de l'internationalisme de mai 68. C'est pas en mai 68 qu'il y a eu ce processus. Il a débuté avec le comité Vietnam national sur les événements du Vietnam. Et donc, ça a précédé quand même les comités Vietnam national en France. Ils existaient depuis 1965, à peu près, hein, un peu après. Donc, c'est là. Et puis, quand j'entends dire qu'il n'y avait rien eu en Espagne en 68, là, je suis un peu étonné parce que quand même, les universités espagnoles ne sont pas... Les étudiants ne sont pas restés à l'abri de tout ce qui se passait dans le monde, au Mexique, et surtout aux États-Unis, et plus tard en Tchécoslovaquie. Alors, moi, j'ai pas l'impression qu'en 68, il y a eu un discours sur la démocratie. Il y avait de la spontanéité, il y avait beaucoup de choses de ce genre-là, mais le mot démocratie était rarement évoqué. Je l'ai entendu à l'Odéon quand il y avait des intellectuels et des artistes qui se réunissaient dans une espèce d'amphi clos, etc. Donc on était déjà dans un espace de clôture. Et puis je l'ai vu, alors beaucoup plus, et beaucoup plus présent, à l'école des Beaux-Arts, rue Bonaparte, quand il s'agissait de faire les affiches. Où là, il y avait des comités, des gens, je dirais même pas des comités, c'est des gens qui passaient pour prendre des affiches et qui se mettaient à discuter sur la prochaine affiche. Et là, effectivement, il y avait des débats. Je ne suis pas sûr que c'était des débats démocratiques, parce que le discours, c'était contre De Gaulle, c'était contre Segui, parce qu'ils avaient 10 ans de pouvoir tous les deux. Hein. Segui, c'était le patron de la CGT, il ne faut pas l'oublier. Donc il y avait des discours contre la CGT aussi à l'époque, dont on avait l'impression qu'elle freinait le mouvement. Il faut rappeler quand même qu'entre le 3 mai et le 23 mai, il y a 20 jours. Et pendant ces 20 jours, les ouvriers de certaines usines, spontanément et en s'organisant, se mettent en grève, mais la CGT, elle ne suit pas. C'est qui traite les étudiants de gauchistes. Et en fait, moi j'ai eu l'impression que les milieux ouvriers employés se mettaient directement en grève, et il y a eu effectivement une grève générale, etc. Mais les organisations syndicales sont venues après, elles ont pris le train en marche, et finalement c'est Pompidou qui leur a sauvé la mise en inventant les conversations de Grenelle. Ils sont aboutis à un accord qui n'a jamais été signé, et qui ne s'appelle même pas accord, qui s'appelle protocole d'accord. Et bon, alors moi, quand je réfléchis à mai 68, je me dis quels ont été les effets. Quels ont été, les résultats. Parce que les effets, vous en avez parlé sur les effets dans la famille, dans la société, etc. Et les résultats. Les étudiants ont changé de ministre. Il y avait eu Fouché qui avait essayé de faire une réforme comment on l'appellerait, de démocratisation, entre guillemets, parce qu'il s'agissait de chasser, encore une fois, et comme aujourd'hui, les milieux populaires de l'université. Donc Fouché était parti en 67, il y a eu un intermédiaire, tout le monde a oublié son nom, et puis après 68, enfin tout de suite, au gouvernement de 68, il y a eu Edgar Faure, qui a inventé pour les étudiants l'autonomie des universités. Les étudiants se sont fait avoir comme des bleus, hein. Parce qu'on leur proposait d'être membres des conseils d'administration des universités, ça veut dire qu'ils avaient 4-5 postes selon le nombre d'étudiants, et qu'il y avait les profs, le personnel non prof, les représentants de la ville, donc ils étaient largement minoritaires, et là-dessus, les résultats ont été assez minables.
Alors après, les ouvriers, ils ont fait une grève générale, on est d'accord. Mais les accords de Grenelle, quand on les regarde de près, c'est d'une part une augmentation très, très importante du SMIC de 35%, c'est un tiers, c'est énorme, pour les petits salaires, et ça c'est la victoire numéro 1. Après, sur les autres salaires, c'est 10%. C'est quand même important aussi. Mais quand on les compare à toutes les grèves importantes qui ont eu lieu depuis le début de la 4e République, on s'aperçoit que c'est dans la moyenne, à peine. Les 35% sont plus importants. Alors, la troisième victoire, ça, vous l'avez dit, c'est le troisième résultat concret, vous l'avez dit, c'est la mise en place de la section syndicale dans l'entreprise. Ça, c'est effectivement important. Mais il faut bien se rendre compte que c'est une coquille vide. Ça veut dire que tout va dépendre des luttes à l'intérieur de l'entreprise. Parce que le patron, lui, il ne va pas faire de cadeaux. Hein. Et puis, il y a un quatrième élément de Grenelle, mais qui n'a jamais été discuté ni dit à Grenelle, mais c'est une illusion. C'est la 4e semaine de congé payé, que certains attribuent à mai 68. Or, la 4e semaine de congé payé a été octroyée au charbonnage et au chantier naval en 62 et en 63, et a continué, il a fallu quand même 7 ans jusqu'à la loi de 69, qui a établi la 4e semaine de congé payé, et qui n'a donc été appliquée, puisque la loi était de mai 69, n'a été appliquée qu'en 70 pour la plupart des gens. Donc 7 ans de lutte sociale, syndicale, pour obtenir cette 4e semaine de congé, dont il n'est pas question dans le protocole d'accord de Grenelle. Voilà ce que je voulais ajouter. Merci monsieur. Ce sera la dernière question parce qu'on va être un peu pressé par le temps. On s'en va. C'est dommage pour parler 68 et de s'arrêter. Non, monsieur, vous ne savez pas, mais je vais vous donner la parole. Je vais vous donner la parole. J'explique juste, si vous permettez. Moi, je vous explique juste. Ce rendez-vous, et on va vous donner la parole tout de suite, a été ajouté à un rendez-vous qui existe et où je vous convie à 18h30 à Céret, qui est prévu depuis très longtemps, et où nous allons parler démocratie, justement. Et qu'est-ce que c'est que la démocratie? Simplement, ce rendez-vous, il est à 18h à Céret. Moi, il faut que j'aille à Céret, que je rencontre ses organisateurs, etc. Donc, vous pouvez tout à fait continuer plus longtemps, mais sans moi. Mais néanmoins, je vous donne la parole, prenez-la. Voilà. Moi, ce qui me rend triste déjà, c'est que 68, ça se passait dans la rue. Et on est là, dans une salle fermée. Allez dans la rue, faites quelque chose. Mais nous tous, monsieur Plinel, vous aussi, mais pas moi, que j'y moi. suis souvent dans la rue, monsieur. Que ça. Vous savez, et autre chose, le crieur de Mediapart, il est dans la rue tous les jours. Moi, j'ai pas fini. En plus, la loi du marché, ça veut dire ici, on est rentré, on a payé chacun 5 €. Mais merde, moi, des débats comme ça, il ne faut pas payer. Mais faut que... c'est pour le cinéma qu'on la fasse d'or sur la place du Castillet, parce qu'on a rentré à s'enfermer. En plus, il fait beau. Autre chose, pour moi, l'image de mai 68, c'est vrai que j'étais au Maroc, j'étais pas là, d'accord. En 68, j'avais 14 ans. En 78, tous les militants de gauche étaient en prison. Avec 20 ans, 30 ans de prison. Un grand ami d'Abraham Serfati, voilà, mes frères étaient en prison avec lui. Et je me retrouve maintenant, quand vous allez dans les quartiers de Casablanca, les quartiers populaires, c'est qui gouverne? C'est les barbus avec les femmes voilées. Et ça, oui, non mais, c'est la rien. Allez-y à Casablanca, dans les quartiers populaires, et passez. Vous allez voir ce qui se passe. Ah, c'est pas ça. Donc moi, si je suis ici à Perpignan avec vous en France, c'est que j'ai été obligé de prendre ma valise et de partir. Et quand je retourne au Maroc, c'est, comme je dis, chez le chagrin et l'amertume. Voilà. Et c'est vrai que la loi de marché est arrivée, même aujourd'hui, ici. Et c'est un peu dommage. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui se sent très très privé, frustré, mécontent? C'est une femme, 3 femmes, 4 femmes. Voilà, parce que non, on parle d'égalité homme-femme, il n'y a que les hommes qui parlent. Donc les femmes aussi. Voilà. Donc je voulais simplement dire que j'en avais un peu ras-le-bol d'avoir soit des journalistes, soit des starlettes ou des stars qui parlent de nous. Moi en fait, j'ai pas envie de me faire représenter par des stars de cinéma. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y en a un peu ras-le-bol dans les médias d'entendre parler que de ça, d'égalité homme-femme,
Et bon, je suis sage-femme de formation, vous avez parlé d'IVG, donc je suis vraiment une femme que j'admirais énormément, c'était Simone Veil. Et donc si une femme doit me représenter, c'est peut-être elle. Et elle s'est battue à l'Assemblée nationale. Enfin, c'était une femme extraordinaire pour moi. Et donc voilà, je voulais simplement intervenir là-dessus. C'est très, très, très minime, mais bon, voilà, pour qu'une femme puisse au moins parler. Donc je ne sais pas s'il y a d'autres femmes qui veulent parler ou intervenir. Voilà. C'est important qu'on puisse aussi parler. C'est justement à partir de 68 que... Bonsoir, je serai très brève, M. Pléniel, sur 2 points. Tout d'abord, au niveau des syndicats. Au début de votre interview, vous avez donc dit qu'on était très peu syndiqués. Mais la question qu'on peut se poser aujourd'hui, pourquoi des syndicats n'ont pas des adhérents? J'ai été moi-même syndiquée pendant toute ma carrière professionnelle. Aujourd'hui, les jeunes ne se retrouvent pas dans ces fonctionnements archaïques des syndicats. Deuxième point, pourquoi nous en sommes dans cette situation aujourd'hui? Revenons un an en arrière, avant l'élection de M. Macron. Quel était l'état des gauches, je dis des gauches? Ont-elles été capables de s'unir face à M. Macron? Non. Il n'y a pas eu d'unité. Et si nous en sommes là aujourd'hui, posons-nous des questions. Voilà ce que je voulais vous dire. 1968-2018, si on parle de 1818, ça vous parle aussi, la naissance de Karl Marx, 1918 aussi, la révolution spartakiste. Aujourd'hui, vous incitez les gens à acheter ce livre pour essayer de redécouvrir une facette de mai 68. En parlant des syndicats, je pense que vous galvaudez un petit peu le message vraiment de mai 68, qui était la tripe viscérale d'un élan anticapitaliste qui s'exprimait dans la rue. Vous qui avez appelé à voter Benoît Hamon en 2017, si vous avez appelé à voter... Non, c'est faux. C'est pas parce que c'est écrit sur Wikipédia par quelqu'un qui l'a écrit que c'est vrai, c'est faux. Vous n'avez jamais été clair d'un point de vue de ces engagements-là pour pouvoir... Je vais vous répondre et vous jugerez si c'est clair. Mais moi, je préférais, M. Plenel, au lieu d'inciter les gens à lire ça, inciter les gens à lire, parce que tout a déjà été écrit, d'un point de vue révolutionnaire, et croire qu'on peut faire la révolution en étant dans un endroit comme ça, et inciter les gens à recueillir un certain message, comme vous appelez ça, de mouvements sociaux, alors que des millions de personnes sont mortes en 1918, alors que Karl Marx a tout théorisé de A à Z d'un point de vue du capital, et on va dire, de sa caducité. Donc il faut aussi avoir cette énergie, je pense, et la transmettre. Et être un jalon de conscience, c'est ça aussi, c'est pas que vendre des journaux et des bouquins, c'est inciter les gens à aller creuser par eux-mêmes. Parce que Simone Veil est peut-être une grande femme, mais Rosa Luxembourg, par exemple, c'était une femme qui est morte et qui a réveillé et permis aux gens de mourir debout plutôt que vivre à genoux. Oui, tout à fait. Une dernière, parce que après, si vous voulez que je vous dise un petit mot, parce qu'il faut que j'aille à cet autre rendez-vous. Vous n'écoutez pas ma réponse alors, elle ne vous intéresse pas. Vous répondez par celle-là ? Je vais répondre après monsieur, mais ça ne vous intéresse pas les réponses. J'ai pas le temps de donner. Bon, bah d'accord. Vous lui transmettrez la réponse. Alors. Bien, bonjour à tous et à toutes. Et pour Edwy Plenel, tout d'abord, je vous remercie pour le travail formidable que vous réalisez. J'ai eu l'occasion d'aller, il y a quelque temps, à Serré, assister à votre conférence débat sur le devoir d'hospitalité. Et je vous remercie pour ce travail d'éveilleur de conscience que vous faites. Je me présente, je suis le secrétaire général de la CGT 66. Et je voudrais essayer d'apporter du moins un éclairage un petit peu différent des propos qui ont été tenus sur que font les syndicats, etc. etc. Mai 68 a été, et d'ailleurs il est le plus souvent présenté comme ça, comme un formidable mouvement d'émancipation de la société sur laquelle il y avait une véritable chape de plomb. Et ce formidable mouvement d'émancipation, effectivement, il est parti des jeunes, de la jeunesse, il est parti de la rue, des femmes, etc. Mais il est aussi un moment d'une confrontation entre le capital et le travail absolument formidable. Lorsque j'entends, on veut bien accepter toutes les critiques, et heureusement d'ailleurs, hein, ça permet la critique, quand elle est constructive, ça permet d'avancer.
Mais on ne peut pas réduire, par exemple, la CGT, qui était évidemment un des acteurs quand même importants de ce mouvement social de 68. On ne peut pas simplement la réduire à des positions qui ont été prises à tel ou tel moment par tel ou tel dirigeant. La CGT, elle était surtout très très implantée en 1968 dans les entreprises. Et d'ailleurs, l'année qui a précédé 68, il y a eu énormément d'entreprises qui étaient en grève. Et donc ça préfigurait, parce qu'il y avait effectivement une situation qui était faite au monde du travail qui était absolument insupportable. Aujourd'hui, malheureusement, les syndicats aujourd'hui, même s'ils sont toujours évidemment bien présents, et d'ailleurs je rassure certains dans une unité que l'on connaît aujourd'hui qui est extrêmement intéressante. D'ailleurs je vous invite tous, si vous voulez effectivement manifester votre opposition à cette politique antisociale qui est absolument démentielle, qui est faite par notre gouvernement. Eh bien, je vous invite à rejoindre le mouvement pour la défense des services publics et la manifestation qui aura lieu ce mardi donc prochain, à Perpignan, place de Catalogne, à 10h30, c'est une invitation. De même que celle qui aura lieu le samedi 26, alors là, à l'appel de... Je suis désolé, voilà. Mais enfin, voilà, c'est ce que je voulais dire. Il faut essayer de sortir des images et des visions trop caricaturales sur les syndicats. Les syndicats, rejoignez-les, c'est le moyen de vous défendre dans vos entreprises. Alors, je vais essayer. Pardon, je suis désolé. Voilà. D'abord, qu'il n'y ait pas de malentendu. Moi, une librairie m'invite. C'est gratuit pour moi. Je viens par mes propres frais et je ne suis pas payé. Je vous dis, donc j'apprends que vous avez dû payer pour rentrer dans la salle. Bon, ce n'est pas mon fait. Retenez simplement que 5 €, et on ne vous demande pas de le justifier, c'est l'abonnement petit revenu pour avoir accès à 10 ans de Mediapart. 5 € par mois. Donc là, vous avez payé 5 € pour juste 1h30. Si à la sortie vous n'êtes pas abonné à Mediapart, normalement c'est 11 €. Mais vous pouvez pour 5 € vous abonner à tout Mediapart. Pardonnez cette page de publicité, mais vous pouvez vous abonner à tout Mediapart pour juste 5 € par mois. Voilà. Deuxièmement, je ne rentrerai pas dans le... Je veux dire, évidemment, et nous le documentons aussi sur les divisions, la crise du syndicalisme, tout ça existe aussi. Moi, j'ai simplement dit une chose. Moi, je suis un travailleur de l'information. J'ai un métier, le journalisme. J'en ai fait une forme d'engagement. Et je pense que, par rapport, et c'est ce que j'aurais dit à un jeune homme qui m'a interpellé, je pense que au-delà de la radicalité des discours, la première épreuve que l'on a par rapport à ses convictions, c'est de savoir défendre ses convictions là où on vit, là où on travaille. Parce que c'est là où on rencontre des gens qui ne pensent pas comme vous, des gens qui ont d'autres convictions, d'autres histoires, d'autres a priori. Et c'est là que vous êtes mis à l'épreuve. Vous n'êtes pas dans l'entre-soi de gens qui pensent comme vous, qui parlent comme vous, qui réfléchissent comme vous. Et au-delà du fait que notre seule richesse, c'est notre travail, y compris quand on n'en a pas, on voudrait avoir cette richesse. Et puis, on a d'autres richesses personnelles, mais je crois vraiment à ça. Et donc, je disais ça par rapport au fait d'être syndiqué, c'est que, quel que soit l'état du syndicalisme, pour ma part, en tant que journaliste, j'ai toujours été syndiqué. Y compris aujourd'hui où je suis petit patron et où je ne voudrais pas qu'on promette dans le syndicat patronal, les syndicats de Mediapart, je verse directement ma cotisation à la centrale. Parce que je pense que, voilà, que c'est important quand aller discuter en Belgique, y compris ce même type d'assemblée, aller discuter en Allemagne. Au-delà, en Belgique, il y a des affaires de corruption concernant la gauche, il y a et parfois dans la liaison avec certains syndicats, etc. Mais il y a cette idée que ça nous appartient et que si on ne fait pas ce premier pas, c'est la première façon d'essayer. Je suis, en clair, dans ma propre histoire personnelle, j'ai toujours été en distance avec des gens qui tiennent des grands discours très radicaux, mais qui, là où ils travaillent, ils font simplement leur travail. Mais ils ne sont plus au rendez-vous. Ils ne sont pas au rendez-vous de leur grande radicalité abstraite, extérieure, etc. Bon, ça se joue d'abord là, c'est là qu'on fait des choses ensemble, c'est là, voilà. C'est ce que j'ai voulu dire. Deuxièmement, par rapport à l'intervention historique de monsieur là-haut, je pourrais même allonger la liste des
prolégomènes et des préalables de mai 68, les grèves de Nantes, les grèves de Besançon, dans le monde ouvrier. Mai 68 est un moment, hein, c'est bien ce que veut dire l'événement, c'est un moment hein, où tout ça se coagule et il y a un événement, c'est-à-dire aujourd'hui, quand on refait l'histoire, on peut voir des fils qui mènent à mai 68. Mais il y a un événement que personne ne pouvait prédire, personne ne pouvait annoncer, et à tel point, je le redis, que, à quelques exceptions très minoritaires près, tout ce qui prend la forme d'organisation constituée tournera le dos à l'événement. L'événement lui échappera, et ça a été dit sur les grandes organisations, évidemment, dominant la gauche de l'époque, et notamment le Parti communiste et la CGT, qui, évidemment, ont eu d'abord un sentiment d'éloignement, de rejet au niveau de leur direction, pas de leurs militants à la base, et du coup, ont essayé de chevaucher ensuite, puis après de faire rentrer ça à la maison. Vous vous souvenez, hein, c'est la fameux moment aux usines Renault où Ségui lui-même hein, reçoit de sa propre base hein, des sifflets, des houes, alors qu'il revient à dire la fameuse formule, hein, il faut savoir terminer une grève. Mais je dis ça parce que voilà, c'est l'idée de ce livre. Justement, c'est très éloigné de la façon dont vous avez raconté. C'est-à-dire l'idée de ce livre, qui n'est pas le mien, encore une fois. Hein. Moi, je viens faire le passeur. On m'a demandé de quelque chose qui est né dans le participatif de Mediapart. L'idée de ce livre, c'est pas de raconter d'en haut avec des grandes dates, des grands chiffres, etc. C'est d'essayer de raconter, encore une fois, de redonner l'histoire sensible. Hein. Et justement que ce ne soit plus une histoire confisquée. Et ce qui a été fascinant, c'est de s'apercevoir combien plein de gens, y compris le témoignage de René, de manière très différente et de manière très diverse, très plurielle, ont quelque chose à dire sur cet événement, hein, qui reste un événement de bascule, parfois positif, parfois négatif, parfois compliqué, parfois polysémique de leur vie, hein, et qui est là, et c'est ce qu'a raconte ce livre. Dernier point sur la question de la démocratie. Ce que j'ai voulu dire, et c'est de ça dont on parlera à Serré ce soir, c'est que pour moi la démocratie c'est justement pas les institutions, c'est pas le droit de vote, c'est une part. Et d'ailleurs, il peut y en avoir d'autres formes. Nos institutions, vous avez parlé de la Ve République, évidemment, hein, que c'est notre problème français qui est toujours là et qui, loin d'être une solution, est un problème, justement, est un souci, hein, qui dévitalise profondément la vitalité démocratique du pays. Pour moi, la démocratie, c'est une culture. C'est une culture qui se traduit par toutes sortes de diversités d'aspects des contre-pouvoirs, des respects des droits fondamentaux. Il peut y avoir d'autres mécanismes hein, que l'élection. Il peut y avoir le tirage au sort. C'est des débats qui ont lieu. Il peut y avoir d'autres formes d'invention démocratique. Mais la démocratie, pour moi, c'est simplement, au fond, cette promesse qui sera toujours inachevée, qui naît du droit naturel de Jean-Jacques Rousseau, hein, d'avant la Révolution française. Hein, cette idée que nous naissons libres et égaux en droit. Et c'est une proclamation qui est toujours scandaleuse, hein, et qui affrontera toujours soit des conservatismes, soit des confiscations oligarchiques, soit des idéologies intégristes, soit des idéologies autoritaires. Cette idée, nous naissons libres et égaux en droit, sans distinction d'origine, de conditions, d'apparence, de naissance, de croyance, de culture, de sexe, de genre. C'est quelque chose c'est une révolution permanente, cette proclamation-là. Et elle continuera toujours à affronter, en permanence, il y aura de tentations de nouvelles oligarchies qui le confisquent en disant j'ai la fortune, j'ai les diplômes, j'ai le savoir idéologique, donc je sais mieux que vous ce qui est bon pour vous. Et de ce point de vue, je voudrais nuancer, bien sûr que ce n'était pas par rapport à ce que vous avez dit, monsieur, tout à l'heure, par rapport à la question démocratique, bien sûr que ce n'était pas l'idée, on brandissait le mot démocratique, mais il y a eu justement beaucoup d'expériences démocratiques, je pense, y compris par rapport aux appareils syndicaux, sur la gestion des occupations,
sur la gestion des usines, sur la façon de décider comment on est maître de son mouvement, et que ce n'est pas uniquement des consignes qui viennent de la centrale. De ce point de vue, c'est très intéressant d'écouter Charles Piaget, celui qui sera le leader d'Elip. On prend l'histoire d'Elip, hein, comment l'autocontrôle, l'autogestion d'une usine horlogère, hein, à Besançon, mais Piaget, il raconte bien comment, pour lui, qui venait d'un milieu chrétien, catholiciste, social, comment ça commence en 68, cette expérience, cette expérimentation de l'auto-organisation, hein, où on n'est pas dans des disciplines verticales. En clair, j'aurais pu prendre un autre mot. Je pense qu'il y avait une dimension profondément, y compris dans les désordres et les excès, profondément libertaire. Hein, profondément libertaire. Hein, et qui, en ce sens, prend au sérieux la liberté. Pour terminer...